Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Je serai complet en disant que vous êtes le maire de la coquette ville de Chantilly. Vous avez d'ailleurs croisé quelques-uns de vos administrés dans les lieux, puisqu'il y a aujourd'hui une assemblée générale du CRIF. Mais on va parler de l'actualité de la semaine et on va commencer par la mort de Nelson Mandela. L'hommage est unanime et on peut dire même universel. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'héritage de Mandela dans l'Afrique du Sud actuelle et de manière générale? L'hommage est d'abord mérité parce qu'il a payé de sa personne, au fond, le message qui était le sien, qui était la réunification, la fin de l'apartheid, la fin de ce régime incroyable et pas si lointain que cela. Il fait partie des hommes qui ont transformé le monde. Il n'y en a pas tant que ça qui, à un moment donné, par le message politique, ont transformé le monde. On peut penser à De Gaulle, Churchill, tous ceux qui ont été dans la Seconde Guerre mondiale. On peut penser à Gandhi, évidemment. Il y a beaucoup de points communs dans la manière de faire, enfin en tout cas dans l'état d'esprit et dans la façon d'amener un peuple à essayer de s'unir. Il n'y a pas de haine dans les messages de Mandela, même s'il y a eu plusieurs époques de Mandela. Ce qui reste, c'est au fond la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est aussi la fin du racisme, d'une certaine façon. C'est le message absolu contre le racisme. Et puis c'est aussi l'idée qu'en Afrique, un pays peut faire vivre blanc et noir et fonctionner avec efficacité. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, elle est contrastée, hein. Elle est violente, elle est dynamique, voilà, elle est très très contrastée. Alors quelqu'un disait Mandela aura réussi si demain l'ANC pouvait faire élire un président blanc. Est-ce que c'est imaginable? Oui, je ne sais, alors je n'en sais rien. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Les deux présidents successifs là, sont des présidents noirs, faisant partie de l'ANC. Ce mouvement aussi, il doit survivre au fond à Mandela. Il doit survivre au mythe de Mandela et puis en même temps appliquer les préceptes de Mandela qui sont au fond le pardon. Et les grandes histoires se sont faites sur le pardon. Ça a été le cas entre De Gaulle et Adenauer pour créer l'Europe. Il y a un moment donné, on tourne la page. Ça ne veut pas dire qu'on oublie quelque chose. Bien sûr, on n'oublie rien. Mais en même temps, on regarde l'avenir en tournant cette page. Et Mandela a été très extraordinaire dans ce domaine-là. Comme d'autres, mais très, très extraordinaire. On a besoin de figures comme ça. On est dans un monde, au fond, tellement chahuté. Et alors, quand on est en France, je ne vous dis pas, mais quand on est dans le monde, on a besoin de points de repère. Et Mandela était un point de repère. D'ailleurs, on voit à quel point les dirigeants de ce monde se précipitent sur l'image, l'idée, l'histoire, le message de Mandela. Au niveau du sport aussi, il était formidable. Hein. D'ailleurs, je crois que ce soir, il repasse le film. Oui, mais sur le rugby. Vous savez, la fameuse coupe quand on a gagné, du monde qu'ils ont gagné, d'ailleurs, où il a fait que tout le peuple a été pour son équipe. Et c'est comme ça qu'il a rassemblé aussi noir et blanc ce jour-là autour de son équipe de rugby. Je crois que ce soir, on voit le film d'ailleurs à la télévision Invictus. Message de rassemblement. C'est fort. Dans un monde qui se divise partout, tout le temps, sans arrêt, c'est un très beau message. Alors, François Hollande, qui a du mal à l'intérieur, se révèle à l'extérieur comme un chef de guerre. Vous avez des critiques sur sa politique étrangère ou vous êtes en gros d'accord? Bon, je vais répondre directement. Je suis en gros d'accord. Je dois le dire. Je suis en gros d'accord. Je pense qu'il y a une politique étrangère qui a été très hésitante au début et qui commence un peu à s'affirmer. C'est tant mieux, parce que c'est une politique que souvent la droite soutient, au fond, notamment dans ses interventions militaires. Parce qu'il y a une politique étrangère. Comme la gauche, d'ailleurs, avait soutenu M. Sarkozy au moment de la Libye, par exemple. Oui. On peut discuter de l'Europe et de la manière dont François Hollande a commencé son mandat sur l'Europe. Ça a été une vraie catastrophe. Je crois qu'aujourd'hui, il est revenu un peu plus de réalisme et il faut maintenant qu'il s'entende correctement avec les Allemands, avec la chancelière, dans une nouvelle coalition allemande. Mais ça, c'est une autre histoire et je pense que là, il y a évidemment des progrès tout à fait considérables à faire. Mais sur l'ensemble, sur le reste... les interventions à la fois au Mali et l'intervention en Centrafrique étaient nécessaires, sont soutenues par la droite. Elles posent d'autres questions, j'imagine qu'on en parlera, mais là-dessus, nous soutenons, évidemment. Pour le reste, la place de la France dans le monde, le message qu'elle a délivré, ça, c'est des sujets qui doivent se construire. Cela dit, c'est plus facile de faire une grande politique étrangère qu'une grande politique intérieure.
Mais justement, tout cela, vous parliez du Mali. Alors, on a aussi nos soldats qui rentrent d'Afghanistan. Tout ça coûte très cher, hein. L'Afghanistan, le Mali, maintenant la Centrafrique. Est-ce que la France a les moyens de sa politique étrangère ? D'abord, il y a un paradoxe. C'est que le gouvernement réduit les crédits militaires. Aujourd'hui, réduit les crédits militaires. Il l'a fait dans le projet de loi de finances 2014. Donc c'est cette fameuse variable d'ajustement qui repose sur les militaires, à la fois en crédit, notamment en crédit d'investissement, ce qui est une très très mauvaise idée. Et la loi de programmation militaire qui a été votée il n'y a pas longtemps, que nous n'avons pas votée, est à ce titre tout à fait néfaste. Et en même temps, il demande de plus en plus aux militaires. Il faut comprendre, hein, c'est assez difficile à suivre, mais c'est les paradoxes de Hollande dans sa politique intérieure. Il n'en est pas, c'est pas son premier. Et on voit bien que les militaires aujourd'hui n'ont pas tout à fait les moyens de faire ce qu'ils doivent faire. Alors, je remarque qu'on intervient aussi tout seul. C'est-à-dire qu'au Mali, on est tout seul. Pourquoi pas l'Europe ? Ça devrait être une affaire européenne. Mais oui, mais je suis bien d'accord. Évidemment qu'un des prolongements politiques naturels de l'Europe, c'est à un moment donné d'avoir une politique d'intervention commune avec des armées encore plus intégrées. Mais c'est une preuve de souveraineté, le militaire. Donc en dehors du chapeau, du parapluie nucléaire français, on voit bien qu'on n'est pas très intégré. D'ailleurs, on vient de dissoudre la brigade franco-allemande. Et donc il faut... Mais c'est toujours pareil, à partir d'Europe, on est toujours non, il faut, mais il faut le faire. Il faut évidemment évoluer vers une défense européenne, et les Européens devraient intervenir d'un commun accord. Mais une politique de défense, c'est d'abord une politique étrangère, c'est la prolongation d'une politique étrangère. Et on voit bien que la politique étrangère est extrêmement morcelée, encore en Europe, même s'il y a un ministre des Affaires étrangères, mais qu'au fond, personne ne connaît. Mais si on revient à la Centrafrique, elle est aussi très riche dans son sous-sol, la France-Afrique, j'allais dire, la Centrafrique, pardon. Peut-être aussi qu'on espère en tirer quelques bénéfices économiques de cette guerre. Oui, heureusement d'ailleurs. Je veux dire, alors en Afrique, personne. Je ne veux pas être cynique, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais... Non, mais il y a du cynisme dans une politique étrangère. Il y a une bonne dose de cynisme depuis toujours. Donc, mais en même temps, d'abord, il y a des raisons humanitaires évidentes. Et puis, c'est un pays dans lequel nous avons eu beaucoup de responsabilités. Donc, il est naturel que nous y intervenions, mais que nous y intervenions pas comme ancienne puissance, que nous intervenions parce que nous avons un mandat de l'ONU pour le faire et à la demande des États africains. Ça, c'est un élément absolument majeur. C'est qu'on n'intervient jamais dans un cadre individuel. On intervient dans un cadre collectif. Mais en même temps, si ça peut soutenir nos propres intérêts économiques à un moment donné, tant mieux. Les autres ne se gênent pas, ni les Américains, ni les Chinois, ni tous les autres. Donc nous devons le faire en accord, en partenariat, évidemment, avec les peuples concernés. Mais l'Afrique est un continent extraordinaire d'avenir dans les années qui viennent. Tout le monde le sait. Et en même temps, encore faut-il être présent. Mais tant mieux, heureusement qu'on est intervenu. Alors, en politique intérieure, il y a moins de civisme, mais enfin, la gauche est impopulaire, et il faut bien reconnaître que cette impopularité de la gauche ne profite pas à la droite. Est-ce que, comme Raffarin, vous pensez que ça n'a pas d'importance et que le rejet de la gauche suffira à faire élire des candidats de droite ? Alors aujourd'hui, ça m'attriste d'une certaine façon. Nous avons le monde politique, la sphère politique souffre d'un manque de crédibilité qui est évident. Alors à gauche, c'est très, très évident, c'est mesuré par des sondages absolument ridicules, mais en même temps, on n'en profite pas. C'est-à-dire que la droite, ça veut dire, n'en profiter, ça veut rien dire. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que nous ne représentons pas aujourd'hui une force d'espoir alternative pour la population française. Donc on doit travailler là-dessus. C'est pas très inquiétant. C'est pas très inquiétant à partir du moment où on sait ce qu'on va faire. Pourquoi c'est pas très inquiétant ? Parce que on relève d'abord d'une défaite à l'élection présidentielle qui n'est pas si lointaine, il y a une 18 ou 19 mois, et qu'on n'a pas totalement tourné la page de cela. Et puis après, il y a eu ce qu'on a su ou ce qu'on sait dans le cadre de l'UMP. On ne reviendra pas là-dessus. C'était il y a un an, et que le manque de leadership ou l'excès de leadership d'ailleurs, il y a beaucoup de gens tout à fait talentueux, nuit à l'incarnation de la parole politique. Et quand vous vous opposez, il faut à un moment donné incarner la parole politique. Et beaucoup parlent, beaucoup proposent, mais au fond, c'est pas une parole individuelle ou une parole collective. Elle est trop individuelle, au contraire.
Et donc ça, on en souffre beaucoup, mais on a des progrès à faire. Ce diagnostic a été fait et j'imagine qu'on les fera. Par exemple, les primaires amènent, au fond, à un moment donné, une politique convergente. On a un séminaire de l'UMP le 18 décembre. Que vous préparez, je prépare avec Luc Châtel et Hervé Mariton. Et on essaie de faire en sorte, au fond, que l'UMP puisse dire, dans un pays d'urgence, de l'équipe dirigeante, dans un pays soumis à une urgence formidable, il y a une urgence économique, il y a une urgence politique, il y a une urgence sociale en France. Face à cela, quelles sont les réponses de l'UMP ? On va y travailler tous ensemble. Tout ça nous fait converger. Donc j'ai pas d'inquiétude à partir du moment où, évidemment, la situation d'aujourd'hui ne perdure pas. On doit jouer plus collectif. C'est comme le foot. Si on joue avec 11 ballons, on a peu de chances de gagner. Si on joue avec un seul ballon, c'est plus difficile. Mais enfin, on doit y arriver. Bon, mais est-ce que vous direz... On comprend bien, elle est jolie, votre image. C'est du Woody Allen. Elle est d'actualité. Essayez, vous verrez, elle est d'actualité en plus. On marque plein de buts, mais ça alors donc, alors moi j'avais une question, mais qui est peut-être un petit peu dépassée maintenant avec tout ce que vous nous avez dit. Est-ce que l'UMP est en ordre de bataille ? Je voudrais quand même bien que vous répondiez à ma question, même si vous avez un petit peu à aborder le sujet. Je pense que l'UMP, elle est comme tout le monde politique, au fond, elle souffre d'une désaffection de la politique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une crise qui n'en finit pas, parce qu'on est dans un pouvoir aussi. Enfin, François Hollande a beaucoup fait pour décrédibiliser le pouvoir politique, à force de ne pas décider, à force de se contredire, à force d'avoir une majorité ingérable, donc d'être un hypo-président, comme l'a dit Alain Juppé, je suis d'accord là-dessus. Ça décrédibilise fortement la vie politique. Et au fond, malheureusement, la seule solution, c'est d'avoir des résultats. Aujourd'hui, nos concitoyens, ils attendent la politique par la preuve, c'est-à-dire par le résultat. Ils n'attendent plus de grandes incantations ni de grandes idées. Et force est de constater qu'il y a de plus en plus de chômage et de plus en plus de déficit, et donc au fond de moins en moins d'espoir, même si les Français restent heureux au moins individuellement. Et là-dessus, nous avons un progrès considérable. Il faut qu'on change notre message, qu'on invente autre chose, qu'on réinvente les choses, qu'on ait des mesures aussi sur lesquelles on puisse s'engager totalement. C'est-à-dire que les Français sachent que nous les mettrons en œuvre si nous sommes élus. Donc il y a beaucoup de choses à la fois dans le langage, dans la manière de s'exprimer, dans la sincérité, dans la crédibilité. Il y a beaucoup de progrès à faire. Je remarque quand même que depuis un an, l'UMP, peut-être j'essaie de ne pas être totalement bisounours, mais depuis un an, elle a plutôt fait des progrès. Vous me direz, c'est peut-être pas très difficile, on était très déchirés il y a un an, on l'est beaucoup moins, chacun continue à travailler. L'idée que l'UMP puisse exploser, comme on l'a beaucoup entendu dire, est une idée, me semble-t-il, qui s'éloigne et qui doit s'éloigner, car sinon ce serait la pire des choses, le morcellement serait la pire des choses. Alors, ce qui s'est passé à Paris, Monsieur le Ministre, l'union UMP centriste, est-ce que c'est transposable dans d'autres municipalités ? Moi, je serais favorable à une union UMP centriste partout. Partout. Je pense qu'on a beaucoup, sauf cas particulier, mais que ce soit la règle, me semblerait tout à fait normal. On a d'abord l'UMP, c'est d'abord beaucoup de centristes. L'UMP, c'est le rassemblement des gaullistes, des centristes, des libéraux. C'est ça l'idée de l'UMP. Cette idée-là, on doit continuer à la faire vivre, même si c'est difficile. Alors, l'UDI s'est créé à côté, très bien, tant mieux, dont acte, et donc il faut travailler avec l'UDI. De toute façon, nous ne gagnerons, nous ne regagnerons et nous n'incarnerons un espoir que si nous sommes unis à un moment donné, évidemment, avec les centristes qui ne sont pas dans l'UMP. Ça veut dire travailler sur des projets, défendre vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire le bisounours, mais vous parlez d'unité, mais enfin, on n'a pas l'impression que ça aille très fort quand même entre Monsieur Juppé et puis Fillon d'un côté, de l'autre côté Monsieur Copé. On a quand même l'impression qu'il y a du tirage entre tout ce petit monde. Alors, vous nous parlez d'unité depuis tout à l'heure, mais c'est pas du tout l'image que vous donnez. Oui, non, mais si moi je peux sortir le mouchoir et faire pleurer, c'est pas compliqué. Je peux dire que rien ne va et que tout le monde se chamaille et au contraire qu'on n'est pas dans une compétition mais dans une guerre absolue entre les égaux des uns et des autres. Ça, c'est une version, puis il y a une autre version, me semble-t-il, dans laquelle il y a pas mal de talents, dans laquelle on sait très bien qu'on ne gagnera que si on est unis, et on sait très bien qu'on ne gagnera pas parce que c'est un tel ou un tel. On gagnera parce qu'on est porteur d'un projet crédible d'alternance. Il y a une non-politique aujourd'hui, des non-choix, des non-décisions. On est dans une impasse budgétaire, on est dans une impasse économique, dans une impasse sociale.
tout à l'heure. Et à ce moment-là, il faut bien à côté qu'il y ait un vrai langage et de vraies propositions politiques. Et elles ne peuvent être que collectives. Vraiment, on ne gagnera que là-dessus. Alors après, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'inimitié entre les uns et les autres. Monsieur Fillon et Monsieur Copé, Monsieur plutôt Juppé, dont vous parliez, ont fait un meeting commun à Bordeaux, ou à côté de Bordeaux, jeudi dernier. Ça a été une belle image d'unité, même si éventuellement l'un ou l'autre peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Tant mieux, ces deux personnalités de talent incontestable et incontesté. Et en même temps, ils font meeting commun, ils avancent ensemble, ils se respectent. C'est très important tout ça. Et vous voyez à Paris la droite gagner. On a l'impression quand même que la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet semble battre de l'aile un peu. Vous voyez la droite gagner Paris ? Alors, vu de Chantilly, parce que moi je vais me présenter à Chantilly, mais vu de Chantilly, je vois pas du tout la campagne de Nathalie battre de l'aile. Pour moi, c'est une interprétation assez subjective et c'est une interprétation assez journalistique au moins bon sens du terme. Parce que au fond, c'est toujours Nathalie, de la faute des médias quand il y a une interprétation journalistique, parce que j'ai lu plusieurs articles dans ce sens-là. Donc la semaine dernière, on voit bien que au fond, elle a quand même réussi à peu près à renouveler le personnel politique. Alors c'est compliqué, c'est difficile, c'est parfois injuste, je ne rentrerai pas dans cela, il y a beaucoup d'humains là-dedans, mais enfin elle a pas mal renouvelé tout cela, elle a un accord avec l'UDI, elle a des listes en état de marche, elle a des idées, elle incarne aussi un certain dynamisme, une certaine jeunesse, une certaine façon de voir les choses. Non, je ne trouve pas que ça marque le pas. On n'a jamais été aussi bien positionné à Paris depuis bien longtemps. On est unis, extraordinaire. Avant, on était divisés. On a un projet, on n'en avait pas. On a des personnalités nouvelles. Bon, c'est compliqué, c'est comme les chevaux fougueux, il faut les tenir. C'est plus difficile à tenir qu'un vieux cheval de retour. Non, mais écoutez, moi je suis très, très optimiste sur Paris. Très optimiste, d'autant plus que la gauche est assez molle. Est assez inaudible. Et puis le bilan n'est pas bon. Le bilan de M. Delanoë et de Mme Hidalgo, il n'est pas bon à Paris. Paris ne se développe pas, Paris est sale, Paris est triste. Non, il y a un mauvais bilan. Il faut arrêter de parler du bilan. Pessimiste, je ne suis pas pessimiste. Que ce soit si sale que ça. Mais... C'est sale, c'est triste. Bon, écoutez, c'est votre opinion. J'ai le droit d'avoir une image de Paris. C'est votre opinion. Mais dites-nous pour Marseille. Pour Marseille, vous êtes aussi optimiste ? Écoutez, oui. Je pense pas que M. Menucci soit un bon candidat pour la gauche. Puis la gauche est très très divisée, enfermée dans de multiples contradictions et des haines extrêmement violentes. Il y a un mandat pour M. Godin, ne vous effraie pas. Non, je sais bien que vous allez me parler de l'âge de Jean-Claude Godin, mais au fond, moi, je le vois tous les mardis matins à la réunion de l'équipe dirigeante. Il m'a l'air d'être parfaitement dynamique, plein d'humour et d'entrain et d'enthousiasme pour la ville de Marseille. Donc, j'ai pas d'inquiétude à partir du moment aussi où il s'est renouvelé une partie de sa liste, où il s'est apporté toute élection, c'est une page qu'on doit écrire. On regarde un peu le passé, mais surtout on dit aux gens comment ça va se passer dans les 5 ans ou les 6 ans qui viennent, et donc il faut incarner ça. C'est très important. Et dans une ville, les gens ils le voient parce que vous y vivez, et on confie au maire au fond les clés de votre vie quotidienne, de votre vie familiale au travers des enfants, de votre sécurité immédiate. Enfin voilà, l'État gère les grands sujets, et dans la ville vous gérez la vie quotidienne des Français, et ça c'est extrêmement important, et donc on doit avoir confiance, très au-delà de la politique d'ailleurs. Alors on en vient précisément à l'économie. La remise à plat fiscale n'a pas l'air d'avoir vos faveurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous critiquez, mais pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette remise à plat. Mais je pense qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a que des arrière-pensées dans cette remise à plat. Il n'y a aucune pensée économique ou fiscale du Premier ministre. Nous l'avons rencontré avec Gilles Carrez ou Christian Jacob. On a tout de suite vu qu'au fond, c'était une sorte de coup politique. Comme le Premier ministre a mis le feu fiscal un peu partout avec des mesures depuis 18 mois, enfin les mesures de Hollande, au fond, d'une augmentation d'impôts sans précédent. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, ça a été une multitude de fois commenté. Il y a un ras-le-bol fiscal, c'est le ministre de l'économie lui-même qui le dit. Donc on atteint des
sommets en termes de prélèvements obligatoires. Donc pour essayer d'éteindre ce feu, on dit attendez, on va tout remettre à plat. On sait bien que ça, ce ne sont que des arrière-pensées, parce que il n'y a pas de ligne directrice. Quand un Premier ministre dit ça, il n'est pas observateur de la vie politique, le Premier ministre, il est un acteur de la vie politique. Donc il doit dire, voilà, j'ai envie de remettre à plat dans telle et telle circonstance, pour faire telle et telle chose. Pas uniquement pour dire, je voudrais être juste, je voudrais que les impôts soient plus efficaces. Bon, heureusement, parce que si c'est pour faire plus d'injustice et plus d'inefficacité, il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc en dehors des lieux communs, qu'est-ce qu'il veut faire exactement ? Et comment veut-il transférer, puisqu'il est à iso-fiscalité, c'est la même fiscalité. Comment il veut faire ? Il veut transférer entre les ménages et les entreprises, il veut au contraire transférer par bloc entre ménages, entre entreprises, entre les grandes et les petites. Comment il fait ? Pourquoi vous refusez d'y participer ? Parce que tout ça, vous pourriez le dire, et puis vous pourriez influencer peut-être le Premier ministre. Oui, mais nous n'avons pas refusé, nous sommes allés le voir lundi dernier. D'accord, mais maintenant, voilà, vous êtes allé le voir lundi dernier, mais maintenant vous voulez plus. Quand on l'a vu. Il faut dire que lundi matin, pour le Premier ministre, recevoir l'UMP, ça devait être horrible, mais en même temps, on lui a dit, Monsieur le Premier ministre, nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est une politique de diminution de la dépense. On ne résoudra pas le problème de la fiscalité française si on ne résout pas le problème de la dépense publique Alors justement, française. j'ai une question sur la dépense. Vous préconisez la baisse des dépenses publiques en priorité. Patrick Devedjian, il était assis là à votre place la semaine dernière. Il dit, lui, qu'il faut supprimer les sous-préfectures. Ça nous fera des économies. Et vous, qu'est-ce que vous prendriez comme mesure immédiate si vous en aviez la possibilité, justement pour réduire les dépenses ? Mais c'est une mesure complète. Mais oui, mais on nous pose toujours cette question. Nous avons fait la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire la diminution du nombre de fonctionnaires et la réorganisation des administrations centrales, pas des administrations locales, mais des administrations centrales et également des administrations de l'État dans les régions et dans les départements. Ça a ramené une dizaine de milliards d'euros. Il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut envisager de travailler sur une réduction des politiques sociales. Alors, ça ne veut pas dire dépenser moins, ça veut pas dire faire moins pour tous ceux qui souffrent, mais on a aujourd'hui un surcroît de dépenses sociales. On a 5 ou 600 milliards d'euros de dépenses sociales. C'est absolument considérable. C'est inédit dans l'ensemble des pays de la zone euro. Et on voit bien qu'on n'est pas plus solidaire, ni plus protecteur, au fond, en France qu'ailleurs, ni plus juste. Donc nous devons revoir totalement le contenu de nos politiques sociales et donc baisser, évidemment, le prix de la politique sociale. C'est-à-dire... raccourcir par exemple le temps d'indemnisation du chômage, baisser concrètement, c'est quoi ? C'est très impopulaire tout ça, bien sûr. Oui, mais je sais bien, c'est bien on doit travailler sur l'assurance maladie à un moment donné où le remboursement à 100% ne doit plus fonctionner parce que ça fonctionne au détriment de tous les autres et ça ne veut pas dire que vous êtes mieux soigné. On doit lutter contre tous les abus. On doit aussi se poser la question de l'indemnisation du chômage où au fond on finance d'une certaine manière le non-travail alors qu'on devrait financer l'incitation au travail. On doit revoir la politique de la formation professionnelle, on doit revoir la politique de compétitivité. En échange de cette politique de compétitivité et du temps de travail des 35 heures, réduire les allègements de charges. Il y a des allègements de charges pour les entreprises, plusieurs dizaines de milliards d'euros, en face d'une réduction d'une réduction du temps de travail. Il faut probablement réaugmenter le temps de travail et réduire la politique publique, c'est-à-dire la dépense publique d'allègement de charges. Ce sont des dizaines de milliards. Revoir ce qu'on appelle le millefeuille territorial, c'est-à-dire l'empilement en réalité de collectivités locales qui peuvent coûter cher. La fusion département-région ? La fusion département de région est sûrement la bonne idée. On voit bien que les régions doivent être des lieux d'investissement, elles doivent être moins nombreuses, et puis tout ce qui est proximité relève des communes et des intercommunalités. Tous ces sujets-là de rationalisation au fond de nos politiques sont des sujets qui doivent être mis sur la table. Nous l'avions commencé, Nicolas Sarkozy l'avait largement entamé. La crise a empêché au fond d'aller plus loin, mais nous devons poursuivre ces politiques en disant aux Français qu'au fond, avec moins de dépenses publiques, on aura plus d'emplois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de dépenses publiques. C'est pas anticyclique, c'est pas créateur de crise, bien au contraire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est très au-dessus de tous les autres pays et qu'on n'est pas mieux servi. Quand on regarde les enquêtes PISA et l'argent qu'on met dans l'éducation nationale, on se rend compte que c'est pas un problème d'argent, c'est donc un problème d'organisation. Et c'est un problème aussi d'état d'esprit. Toutes celles et tous ceux qui sont tellement immobiles, qui s'attachent tellement au fond aux droits acquis ou aux situations acquises, tout cela entraîne la France vers le bas. Alors vous proposez justement, je reviens à la remise à plat fiscale, parce que vous proposez de suspendre tous les contrôles fiscaux des entreprises pour 2014.
Alors ça, c'est pas impopulaire, mais vous poussez pas un peu loin le bouchon? Écoutez, moi j'ai proposé ça la semaine dernière assez rapidement, j'ai été terriblement insulté et injurié sur les réseaux sociaux de toute nature, par tous les fous de la Terre. Bon, moi je me place dans une logique d'urgence. Aujourd'hui, il y a je vous l'ai dit, une urgence sociale, une urgence économique et une urgence politique. Nous n'avons plus de croissance. 0,1, 0,2, 0,9, c'est rien. Ça veut dire que nous n'avons pas de croissance et pas suffisamment de croissance pour redistribuer, ça c'est sûr, et pas suffisamment de croissance surtout pour recréer de l'emploi. On le sait bien, ce diagnostic, il a été fait 1000 fois. Donc on doit, dans une situation d'urgence, ce n'est pas un projet pour l'avenir, mais dans une situation d'urgence, avoir aussi des mesures de court terme très, très fortes. Et moi je propose par exemple qu'on lâche la bride aux chefs de petites entreprises. Je parle des PME, je parle des millions d'emplois qui sont dans les PME, et je dis aux chefs d'entreprise, consacrez-vous à votre entreprise d'abord, et surtout essayez de faire en sorte d'en développer la productivité, la compétitivité, de sauvegarder l'emploi dans ces entreprises. Donc concentrez-vous sur votre travail, et qu'il y ait une administration à un moment donné aussi importante que l'administration française, qui soit une administration aidante et pas uniquement une administration punissante. C'est pas mal, plutôt que d'avoir des bâtons dans les roues, vous aider à tirer le char très très lourd de votre entreprise pour vous aider à essayer de retrouver le chemin du développement et donc de la croissance française. Et je me dis, voilà, pendant un an, je dis pas pendant 2 ans, pendant un an, est-ce qu'on pourrait suspendre dans certaines conditions qui doivent être rediscutées, suspendre les contrôles fiscaux et suspendre les contrôles sociaux d'URSSAF sur les entreprises pour leur laisser toute liberté de produire. Ceux qui utiliseraient ce temps pour frauder, qui utiliseraient ce temps au fond pour frauder, cela serait sanctionné 1000 fois par la suite. Et en même temps, ça laisserait aux administrations d'ailleurs contrôleuses le temps de se réorganiser, de réorganiser leurs fichiers, de réorganiser leurs logiciels, de réorganiser leurs méthodes, etc. Et je pense que dans une situation d'urgence où nous sommes, nous avons besoin aussi de mesures d'urgence. Je suis pour une France qui contrôle. Quand il y a beaucoup de droits, il faut contrôler. Je suis pour une lutte absolue contre la fraude, que les choses soient bien claires. Mais je pense qu'il y a une vraie urgence. Et quand on essaye d'avoir une politique qui fonctionne pour 5% des gens, quand 95% des gens sont dans le droit chemin, il y a un moment donné, on ne peut pas dire qu'on veut une société de confiance et en même temps créer une société de défiance à tous les étages. Et quand on fait 0% de croissance avec autant de déficits, et ces déficits en réalité baisse très peu. Nous avons voté au projet de loi de finances 2014 le même déficit que celui que nous avions voté en 2013. Donc on voit bien que ça ne s'améliore pas. On voit bien que les recettes fiscales ne rentrent pas. On voit bien que la croissance n'est pas là. Ça se creuse pas non plus si c'est le même. Mais enfin, ça va pas du tout. Écoutez, on peut pas avoir un gouvernement. Une petite dose d'optimisme, mais ça se creuse pas. Mais bien sûr que heureusement que ça se creuse pas. Heureusement, aucun gouvernement aujourd'hui à la tête du pays ne creuserait les déficits. Donc évidemment, on doit être sur un chemin de baisse des déficits, mais enfin, il n'y a pas de progrès. On vote un budget à 3,6 ou 3,7 de déficit pour 2013. On fait en fait 4,1, et puis on revote 3,6 ou 3,7 pour 2014. Il n'y a aucun engagement. Oui, mais enfin, réalité, pour la politique du gouvernement, il y a pas peut-être quelque chose de positif, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on voit le chômage des jeunes qui baisse. Alors si François Hollande arrive, on ne sait jamais, à réussir son pari, à inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année, ou peut-être au tout début de l'année prochaine, est-ce que vous accepterez peut-être de lui tirer votre chapeau, enfin de dire, au moins là, il y a une réussite. Mais Nadège Puljac, un président de la République, il ne peut pas dire uniquement qu'il a pour objectif d'inverser la courbe du chômage, on l'a dit 1000 fois, en fin d'année. Enfin, c'est un objectif de comptable, c'est un objectif de statisticien, éventuellement de ministre de l'Emploi, mais c'est vraiment pas un objectif de président de la République. Moi, je trouve que, si vous voulez, le vrai scandale de la société française, et j'y inclus la droite et la gauche, je n'ai aucun problème là-dessus, c'est de considérer que quand la jeunesse est un risque pour la France, est un risque pour votre pays, quand la jeunesse, d'une manière générale, est un handicap, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir nulle part. On voit bien, les jeunes, on en a peur parce qu'ils bougent, ils créent de l'insécurité, les jeunes, on en a peur sur le plan économique parce que, au fond, ils ne trouvent pas de boulot et qu'on ne sait pas comment leur en donner. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'avec cette image-là, on construit une France de rentiers, une France de vieux. Et ça veut dire que les gens y partent, ça veut dire qu'il n'y a aucune vision, qu'il n'y a pas de perspective. On doit délivrer un message à notre jeunesse, mais pas uniquement un message politique. On doit lui montrer comment on n'est pas déclassé quand on a fait des études et qu'on se retrouve dans des sous-emplois. On doit montrer que quand on a fait des études, on ne termine pas en contrat d'avenir. C'est pas possible. Et le président de la République, il doit inscrire la France dans ce message d'espoir pour la jeunesse. Un pays qui dit ce que dit le président de la République aujourd'hui aux jeunes, c'est-à-dire il y a des contrats d'avenir, allez-y,
allez-y, allez-y. C'est un pays qui n'a plus rien à dire à sa jeunesse et donc qui n'a plus rien à dire d'une manière tout court. Et ça, c'est absolument effrayant comme langage. Et le chômage des jeunes, il baisse. Il baisse pourquoi ? Il baisse parce qu'il y a des contrats aidés. Il baisse tout simplement parce qu'il y a un traitement social du chômage qui ne débouche sur rien. Il faut substituer au traitement social du chômage un traitement économique du chômage et de la compétitivité. Alors, il nous reste 1 minute et il y a encore la question MyBooks, mais juste un mot sur, je reviens à l'UMP, puisque vous nous avez parlé de ce séminaire qui a lieu le 18 avec les dirigeants du parti. Finalement, les deux qui s'en sortent le mieux, c'est encore Sarkozy et Juppé. Vous les voyez s'affronter en 2017 ? Mais j'en sais rien, il y aura sûrement heureusement qu'il y a des affrontements. On a beaucoup de talent. On a François Fillon, qui est formidable. On a Alain Juppé, qui était un homme qui a été extrêmement impopulaire et devient l'un des plus populaires. Et tant mieux, c'est tout à fait mérité. Nicolas Sarkozy, dont la présidence doit être réhabilitée, qui était un grand président de la République. Puis on a plein d'autres, plus jeunes, qui sont... Donc voilà, on verra ce dont la population française a besoin et ce dont surtout la France a besoin en 2017. Ce qu'il faut, c'est que ces talents ne s'annihilent pas, ne se gomment pas les uns les autres. Vous savez, on est comme l'alpiniste sous un surplomb. C'est difficile à passer. Soit on se casse la figure, soit on fait un effort gigantesque, mais on y parvient. Et la France est sous un surplomb aujourd'hui. La question MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question quel est votre livre de chevet, quel est le livre que vous lisez en ce moment ? En ce moment, j'ai un petit livre, c'est une petite biographie de Montaigne de Stéphane Zweig, voilà, qui est un auteur qui a fait beaucoup de biographies de très bonne qualité, agréable à lire. Et Montaigne est quelqu'un qui aussi a marqué la France, est une valeur, une caution. Voilà ce que je lis en ce moment. Mais je lis aussi le nouveau livre d'espionnage formidable alors j'ai oublié son nom, là, cet auteur espion qui a fait la Constance du Jardinier, etc., et qui vient de sortir un livre sur l'espionnage, l'intervention au fond à Gibraltar. Mais alors, j'ai complètement oublié le nom de l'auteur qui est extrêmement connu, mais ça me reviendra. Je me souviens mieux des déficits que des noms des auteurs. Ça devient inquiétant, hein, ça devient très très inquiétant. Nos auditeurs rectifieront. Oui, ils trouveront facilement. Oui, très facilement. Merci Éric Woerth, ancien ministre du Budget, député de l'Oise et maire de Chantilly.